Allô Bob? Tu veux pas faire une vidéo avec moi? Ouais, ok, avec plaisir. C'est le Submariner contre Spider-Man. Au revoir. La salope, elle a raccroché. Allez, fais pas ta pute, c'est pour la dernière vidéo de la saison. T'as pas autre chose à me proposer, hein, parce que cet album, il est vraiment pas ouf, hein. Ah, je savais que ça te ferait plaisir. Non mais j'ai pas dit ça. T'es sourd ou quoi? Ok, on se retrouve après le générique. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la saison. Et pour finir en beauté, on va faire une vidéo sur un vieux comics, Submariner contre Spider-Man, qui est le 8e album de la série Namor, qui est sorti au 3e trimestre 1980 chez Aridit. Donc, en voyant cette couverture, quand mon cousin me l'a offert, parce qu'il avait déniché dans un vide-grenier à pas cher, il m'a dit « Tiens, ça devrait te plaire, il y a ton héros préféré, Spider-Man, et il se bat contre un mec qui s'appelle Namor. » Bah, je dis « Ouais, pourquoi pas ?» Et franchement, je me disais, wow, Spider-Man, Namor, ça va envoyer du lourd, il va y avoir de la baston, des séquences absolument dantesques et de l'action à revendre. C'est moi, là, en voyant ça, je me dis, mais c'est un régal. Oui, bah t'emballe pas, Coco, hein, parce qu'au niveau promesse de la couverture, c'est digne de tous nos hommes politiques, hein. Ce bouquin est l'odieux triomphe du mensonge et de la déception. On est dans le sirupeux prometteur de beauté âpre et insoutenable, avec cette baston entre Namor et Spidey, qui sent bon le grand coup de chasser bas dans les mollets, et au final, on a comme un goût amer dans la bouche, comme un enfant de cœur après confesse. Ah. Ouais, Cet album est l'odieux symbole du battement de steak de la maison de Tourcoing qui a trouvé le moyen subrogatif de ne mettre qu'un seul épisode de Namor dans un album consacré à ce personnage, et par contre Artima a tout misé en backup avec 2 épisodes des Défenseurs. Et c'est de la malhonnêteté de jouer ainsi sur une promesse non tenue. c'est nul. Et cela a plutôt tendance à réveiller de sombres tempêtes intérieures en moi, et pourtant Fred pourra vous témoigner que je suis un être calme et pondéré, élevé dans l'amour des pauvres et du respect des imbéciles. Car oui, mesdames, messieurs, dans tous les autres albums de la série Namor chez Aridit, il y avait 3 épisodes de Namor. Sauf que dans cet album, eh ben il y en a qu'un seul, c'est n'importe quoi. Eh bien, parlons justement de cet épisode du Submariner de mars 1974, le numéro 69, qui est écrit par Steve Gerber, dessiné par George Tuska et colorisé par Vince Coletta. Oh bah, on a une belle brochette d'incompétents là, hein, parce que rien ne va, hein. À commencer par Steve Gerber, qui en a vraiment rien à gerber de Namor, et ça se sent tellement... Pour l'innocent lecteur qui aime combler ses vides affectifs par l'achat de comics, ou plus prosaïquement, le gamin de Smicard des années 70 qui prend cet album à Ready, comme ça, au hasard, hein, d'un achat hasardeux, avec son peu d'argent de poche et l'acné dans l'ombre, eh bien le mazoutage de pingouin est instantané. Mais quoi de plus normal après tout, puisque nous le savons tous, hein, le rôle social du pauvre, c'est de se faire entuber. Il est bon de le rappeler quand même. Car bon courage hein, pour comprendre quelque chose à cet épisode 69, qui est en fait l'épisode conclusif d'un arc narratif débuté au numéro 64, durant lequel on découvre qu'Atlantis est tombé sous le joug de Orca, l'épolar humain, dont la gibbosité dorsale nous permet de ne pas le confondre avec Gérard Larcher. Il y a aussi la femme bête, appelée Virago, qui, loin de redonner ses lettres de noblesse aux antagonistes de cette histoire, se contente d'avoir l'enveloppe timbrée, mais surtout de l'intérieur. Contaminé par une pollution, le peuple d'Atlantis est tombé dans le coma, du moins c'est ce que nous expliquent brièvement les premières pages de la BD. Il semble que Gerber a mis toute l'Atlantide dans le coma pour permettre à Namor de redevenir un agent libre, capable d'explorer les mers et d'agir de manière indépendante, sans tous les fardeaux du leadership. Sous l'océan, le marinet joue les plus mecs sous l'océan. Et sur conseil d'un scientifique appelé le docteur Henry Croft, Namor apprend que les Atlantes peuvent sortir de leur sommeil si la cité est protégée de la pollution. Croft lui dit qu'un appareil générateur de force existe et qu'il peut sceller Atlantis et la sauver de toute pollution. Cet appareil a été créé par le docteur Damon Walters, travaillant à l'université où étudie Peter Parker. Namor se met donc en route pour trouver le docteur Walters, mais arrivé à l'université, il se frite avec un méchant appelé Force, au design douteux. Force lui-même recherchait le scientifique Damon Walters pour mettre la main sur son champ de force. Ce même champ de force dont a besoin Namor pour sceller l'Atlantide. Oui, mais tout ça s'est déroulé dans l'épisode précédent, épisode durant lequel Peter, qu'on connaît par cœur, hein, comme les stylos, est apparu lors du combat avec Force. Et voilà comment on voit Spider-Man arriver au bout de cet épisode 69, comme un mendiant corrodé dans l'effluve éthylique d'un espoir exsangue, mais surtout attiré par l'odeur des poubelles.
Mais ce n'est pas une baston, c'est simplement un malentendu. Et c'est logique puisqu'ils ont récemment fait équipe dans le Marvel Team Up numéro 14. Je préfère être précis, hein, c'est à ce prix-là que les Français nous comprendront. Mais Spidey ne reste pas non plus pour le match retour avec force. Et la raison en est simple, l'apparition de Spider-Man ici était censée être plus longue, et c'est pourquoi il était sur la couverture du numéro 69, mais l'histoire a été coupée pour que Jabber puisse conclure l'intrigue de cet arc narratif et qu'il puisse passer la main à Marv Wolfman dans le numéro 70. Pour reprendre avec ce récit, en se rendant au chevet du docteur Walters, ce dernier lui dit que l'appareil qui fait le champ de force lui a été volé par un certain Taylor et qu'il l'utilise à ses fins propres. Mais en fait, on va s'apercevoir que Taylor, c'est ce gredin de force. Tout finit bien entendu par un autre combat entre Namor vibrant d'un flot d'adrénaline impétueux et de haine vengeresse avec Force qui est battu comme plâtre et on se retrouve avec un épilogue aussi fugace qu'un rapport sexuel après 60 ans où on apprend que l'Atlantide est enfin protégée des pollutions. C'est vraiment super. On découvre également que Namor reçoit son hideux costume noir réalisé par Reed Richards. Alors que tout le monde pensait que c'était le dessinateur Don Heck qui avait conçu ce costume, Roy Thomas tord le cou à cette affirmation en expliquant que le nouveau costume a été fait en fait par John Romita, et d'ailleurs je vous ai retrouvé le croquis original de Romita. Bon allez, ça suffit, hein, qu'on ne me parle plus de cette histoire au transi de laideur et d'insignifiance, parce que cet album est comme une invitation à la fistinière, il faut une bouée au consommateur pour pouvoir s'asseoir. Bref, c'est un récit nul, au final tronqué par un écrivain non investi. Bon bah merci pour l'invitation Fred, hein, je te laisse. Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça? C'est de la raclure de chiottes! Ah bah voilà, lui il a tout compris lui. Bah non, faut qu'on parle des 2 épisodes des Défenseurs quand même. Je te cache ma joie Fred, je suis au bord de l'extase, comme quand je consomme du foie gras bulgare de Moldavie. Il s'agit du numéro 40 des Défenseurs, qui date de 1976. Au crédit, on a Steve Gerber au scénario, les dessins de Sal Buscema et ancrage Klaus Johnson. Dès la première page, on se trouve dans une salle d'audience à l'atmosphère un petit peu feutrée où Matt Murdock obtient le rejet des accusations portées contre la Valkyrie qui était accusée d'avoir vandalisé un restaurant lors d'un combat passé. Notons comme Amélie que Luke Cage est dans le public, comme un ton à lui le détonnant au milieu d'une salade niçoise, et il est donc là lors du procès de la Valkyrie, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il est avec les Defenders depuis le numéro 39. Et d'ailleurs il ne l'est pas, hein. Comment ça c'est pas intéressant? Cléa offre à Val un nouveau costume pour remplacer celui qu'elle a perdu lors de son arrestation. Lorsque Val demande où sont passées ses fringues, le flic lui répond « On n'a pas assez de place pour garder les guenilles des prisonnières ». C'est plutôt sympa l'administration pénitentiaire. Hein, je dirais que c'est plaisir d'offrir et joie de recevoir. Il faut que vous le sachiez, le nouveau costume de Val mettant en valeur sa silhouette mince et gracile, cachant quand même une âme noire hein, sous le masque trompeur de sa pulposité nordique, et bien ce costume a été conçu par John Byrne. Mais le costume détonna cruellement comme une bouse de vache sur les escarpins d'un écolo parisien égaré dans la campagne berrichonne. Les fans de Val n'exprimèrent qu'une tiédeur exsangue d'un été finissant vis-à-vis des nouvelles fripes de la perverse scandinave, mais si j'étais plus précis dans ma brillante démonstration, je dirais de façon cocasse qu'ils n'ont pas manqué de montrer leur répulsion et leur animosité vis-à-vis du nouveau costume qualifié d'horrible. Comme quoi John Byrne n'a pas fait que de la délicatesse nacrée, d'un style de bon ton, il était aussi capable de faire de la merde. C'est en tout cas l'avis des lecteurs de l'époque. Et ils exigèrent furibard que Marvel retire cette horreur entachant la triomphante sensualité épanouie de la Valkyrie. Son nouveau costume restera quand même durant 3 numéros, dans ce numéro, dans le Giant Size Defender numéro 4 et dans le numéro 41. Côté action, le Red Guardian, en version nichonesque, sous les traits de Tania Belinsky, est attaqué par un homme doté de bras robotisés. Il travaille pour un groupe qui essaie d'aider les gens à émigrer de Russie. Ils pensent qu'ils pourront négocier un accord s'ils attrapent le Red Guardian. Cependant, Tania est capable de vaincre ses ennemis, et une fois la tâche effectuée, elle rejoint les Défenseurs. Ce récit incite beaucoup sur la peur du communisme et l'ombre du macartisme des années 1950 plane sur cette BD. La guerre froide reprend de plus belle au moment où est publié cet épisode, dans cette phase que l'on appelle la guerre fraîche. Profitant du déclin des États-Unis sur la scène internationale du fait de l'humiliation subie au Vietnam, l'URSS en profite pour s'engager davantage en Asie, en Afrique, sans oublier en Europe avec la crise des euromissiles, inquiétant le monde occidental devenu transparent à force d'insignifiance. Comme tous ces êtres humains confrontés à l'inconnu et au lavage de cerveau médiatique
comiques qui ne peuvent qu'être craintifs et confus, le cœur palpitant et les entrailles remuées jusqu'à l'anus. Et ce récit le montre bien. Dans cet album, il y a également un passage où Hulk va tout simplement foutre le bordel, puisqu'il va effrayer une manifestation féministe qui se déroule devant un cinéma où les protagonistes de cette manifestation, qui ont le féminisme chevillé au corps, dénoncent un film appelé La femme objet. En semant cette zizanie, Hulk va les faire fuir et va renforcer leur féminisme qui est à ce moment-là de l'album à fleur de peau. Ça c'est pour sa version française où Haredi ne se casse même plus le luc à faire son travail de traduction. Je n'ai pourtant jamais eu vent du fait que ces gens étaient des handicapés céphaliques, ou du moins des infirmes culturels sous-enseignés de type Aya Nakamura. Donc je pense que c'est plus du rien à branler des lecteurs et qu'ils se torchaient avec la traduction. En réalité, je vous le dis, dans la version originale, le problème est plus compliqué, car en VO, les femmes armées d'une époustouflante détermination, rappelant Mirabeau face à la force piquante des baïonnettes, tandis qu'il prêtait son jus de pomme pour éviter les pépins. Bref, disais-je, ces femmes manifestent contre un film qui parle de la mort d'une jolie actrice blonde. Cette histoire fait référence à un film réel de 1976 intitulé Snuff, qui était un film sud-américain, argentin je crois, sur une secte de type Charles Manson, avec une scène finale montrant le meurtre odieux d'une femme enceinte. Le film avait fait croire que c'était un vrai crime et avait surfé sur ce macabre mensonge pour faire sa pub. Bien évidemment c'était faux, mais la scène atroce avait choqué, sans compter que les groupes puritains en avaient profité pour se greffer à l'affaire et dénoncer la pornographie dans le cinéma. Bref, entre la traduction d'Haredi et la version originale, il y avait un sacré écart. De même, l'intervention de Hulk n'est pas fortuite, comme veut le montrer Haredi, il n'est pas là pour foutre le bordel. Non, c'est plus précis que ça. Hulk est présent à la manifestation contre ce film car le contenu, c'est-à-dire la mort d'une jolie actrice blonde, touche inconsciemment une de ses cordes sensibles en raison de la mort récente de Jarella qu'il aimait. Oui, le géant de jade est mortifié par les tourments éternels de son âme errante écorchée aux griffes glacées de ce monde sans chaleur ni tendresse. Et en fait, dans la version originale, Hulk est en route pour retrouver le Docteur Strange, afin d'essayer de l'amener à utiliser sa magie pour ramener Jarella à la vie. Donc Haredi a quelque peu évacué toute l'essence même de cette scène dans une dissolution navrante de professionnalisme. Dans ce comics, on a une scène absolument effarante, qui montre que aux États-Unis, tout peut s'acheter, même le départ d'une personne. En effet, Jack Norris, le mec est amoureux de la Valkyrie et il se fait dégager avec du pognon. Il faut dire que la guerrière a pris les traits de Barbara Norris, mais qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Et elle le repousse. Il pique une colère noire. Voyant cela, Nighthawk lui demande ce qu'il faut pour qu'il parte. Il appelle sa banque et il lui donne 300 000 $. Combien? Ouais, t'as bien entendu ma gueule, 300 000 $. Il le paye pour qu'il parte, et ce Jack Norris, il se casse. Il se casse pour 300 patates. Et voilà l'Amérique, mon ami. On n'hésite pas à faire une BD pour gosses qui va montrer que l'argent a tout pouvoir. Il suffit à Nighthawk de payer pour dégager quelqu'un. C'est une belle leçon d'humanisme, même si Norris est visiblement un connard quand on lit l'histoire, et cela malgré un romantisme fiévreux pour Val qui n'aurait pas déplu à Lamartine. Il y a juste à voir ses représentations dans ce bouquin pour constater la veulerie fangeuse de son regard déviationniste. Pourtant, un super groupe comme les Defenders pourrait simplement le jeter dehors avec un coup de pied dans le derche. Deuxième épisode des Défenseurs, l'intrus des sables. Ce numéro des Défenseurs, c'est le numéro 41. Il date de novembre 1976. Il est toujours scénarisé par Gerber, dessiné par Buscema et ancré par Carl Johnson. C'est le dernier numéro de Steve Gerber. Il parle d'une histoire autonome qui ne traite pas beaucoup des histoires secondaires. Bref, on sent que c'est la fin, quoi. Il s'avère que Tristar, elle a été kidnappée par un vieil ennemi du Docteur Strange, à savoir Shazana. Putain, ça aussi, c'est pas facile à dire. Hein. Avec le jeu des facilités scénaristiques, on voit bien que Cléa se téléporte dans le désert avec les Defenders, dont Hulk, et elle va facilement éliminer la sorcière et ses serviteurs. 1976 marque un vrai chaos dans la maison des idées. Les éditeurs se succèdent entre Len Wein, Marv Wolfman et Jerry Conway, et le manque de gestion cohérente se reflète dans la qualité de la production de Marvel, dont les défenseurs font les frais, sombrant souvent dans la médiocrité. Je suis sûr que cette suave information ne manque pas de susciter en vous un regain d'intérêt pour cette vidéo presque de qualité, mais jusqu'alors frappée d'inappétence pour son sujet par un public froid et intransigeant aux morsures cuisantes et sournoises dans les commentaires.
Cette histoire aurait été réalisée à la va-vite, Gerber ayant démissionné. Enfin ça c'est la version officielle. Dans l'introduction du volume Marvel Master War, rassemblant le dernier travail de Gerber sur les défenseurs, Stuart Moore suggère avec une verve épique que cette histoire a été compressée comme Paul Walker dans sa caisse, alors que bien des intrigues frémissantes et trépidantes d'exaltation électrique étaient déjà prévues et destinées à durer encore quelques numéros, chose confirmée par Sean Howe dans son Hulton Story. Moore dit que Gerber a été viré des défenseurs en raison des politiques éditoriales de Jerry Conway pour remplir de sombres histoires de quotas. Comme Englehart sur les Avengers, Gerber s'est fait dégager par Jerry Conway, habité de cette malassurance de patron qui distingue le fort du faible. Une politique phallocratique du n'importe nawak, expliquant cette mutilation du dernier épisode, ne laissant pas le temps à Gerber de terminer cette histoire correctement. Oh merde! Oh, c'est con ça! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'achetez pas ce comic si vous le voyez en brocante ou en vide-grenier, c'est une purge à lire. Et gardez votre pognon, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Je voudrais remercier pour cette fin de saison plusieurs personnes, notamment Guillaume, Fred et Audrey de la librairie du Comptoir du Rêve à Toulouse, qui m'ont permis très gentiment de réaliser les interviews que vous avez pu voir tout au long de la saison. Merci à vous, c'était génial, j'espère que j'aurai l'occasion de faire d'autres interviews dans la librairie. Je voudrais aussi remercier les personnes que j'ai interviewées, Christophe Beck, SP, Horn et Benoît Delac. Alors Benoît Delac, je l'ai interviewé au festival Lantabule et je voudrais aussi remercier Lionel qui m'a permis de réaliser cette interview. J'espère que tous ces auteurs-là, j'aurai l'occasion de les revoir en convention. En tout cas, sachez que c'était un plaisir immense de discuter avec vous et de faire ces interviews. J'ai appris plein de choses sur le métier de dessinateur ou de scénariste et c'est toujours très intéressant. Je voudrais aussi remercier Jules et Nico qui m'ont fait intégrer l'équipe de l'apéro BD aux côtés de Tom, Léna et évidemment Julien alias Old Geek. C'est toujours un plaisir de faire ces apéros BD en votre compagnie et j'espère qu'il y en aura plein d'autres l'année prochaine. Et ah oui aussi, j'allais oublier. Je voulais remercier l'autre con là, qui m'a accompagné sur cette vidéo avec son masque de footballeur là. Tu n'es vraiment pas très sympathique, mais le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence. Tu sais bien que je t'aime, t'es mon meilleur pote. Donc voilà, je vous souhaite de très très bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée. Profitez bien, reposez-vous et surtout lisez les comics des BD, c'est toujours aussi bon pour le moral. Ciao ciao! Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça? C'est de la raclure de chiottes!